Dans l'épisode précédent, on a vu la diversité des prédateurs microbiens. Maintenant, on va voir comment on étudie leurs petites subtilités. On va voir aussi pourquoi on s'intéresse à ces trucs. Mais avant, on va commencer par définir deux termes importants pour la suite. Importants mais très simples. Les termes épibiotiques et périplasmiques. De quoi on parle quand on parle de périplasmique et d'épibiotique ? Eh bien, c'est très simple. Parce que de temps en temps, vous m'entendez et vous m'entendrez parler de prédateurs épibiotiques ou périplasmiques. Je pense que je viens de répéter ce terme assez souvent pour que ça y est, ça commence à rentrer. Eh bien, les prédateurs périplasmiques, ils se glissent dans leur proie. Par exemple, les Bdellovibrio et la boulotte de l'intérieur comme des bactériophages. D'ailleurs, il y a tout un épisode sur les virus sur la chaîne. Vous devriez aller le voir si ça vous intéresse. Les épibiotiques, eux, se greffent sur leur proie et vont aspirer leur contenu. On peut penser aux Vampirovibrio qui font ça très bien. Ou aux myxobactéries qui vont rester à l'extérieur de la cellule et les dissoudre de loin. Mais la différence ne s'arrête pas là. Différentes études ont été menées au niveau des protéines entre les prédateurs et les non-prédateurs. Des études au niveau de leur génome. C'est que j'ai dit dans l'épisode d'avant qu'on ne pouvait pas différencier les prédateurs et les non-prédateurs par leur génome. Mais j'ai aussi dit qu'il y avait des petites subtilités. Des petits indices qui nous permettent d'être guidés plus ou moins. Parce qu'il y a toujours de petites subtilités. Et c'est sur ces petites subtilités qu'on va pouvoir avoir un début de réponse sur tel ou tel micro-organisme est un prédateur. C'est pas forcément révélateur, ça va juste nous donner une direction. Cependant, la raison de pourquoi les prédateurs divergent autant entre eux, entre épibiotiques et périplasmiques, reste un mystère. Ça reste une question assez complexe. Alors on va parler des modèles d'études par excellence, les ballots. Avec un joli modèle d'études tel que les Bdellovibrio et les Bdellovibrio-like organisms, ou ballots pour les intimes, ce sont des organismes répartis entre les delta-protéobactéries et les alpha-protéobactéries. Ces deux mêmes groupes montrent le même comportement vis-à-vis de leurs proies, qui sont elles toutes des bactéries gram-négatives. Au niveau également de leur comportement de prédateurs et de leur cycle de vie qui va se dérouler en deux temps, avec une phase de nage pour trouver une proie, qui ne va pas initier de réplication de l'ADN ou de division, et une phase de croissance, où l'on va avoir des différences, dépendamment de tel ou tel micro-organisme. Cette phase de croissance commençant une fois que l'organisme a pénétré sa pauvre victime. La grande majorité des ballots ont une prédation périplasmique. Elles s'infiltrent dans leur proie. La proie va devenir ce que l'on appelle un bdelloplaste, qui va mourir avec l'arrêt de son métabolisme, et probablement le fait d'être dévoré de l'intérieur aussi, et dont la membrane externe va être modifiée pour devenir une barrière osmotique pour réguler les échanges. En gros, les ballots se tapent l'incruste dans l'appart et ils réemménagent à peu près tout. La cellule prédatrice va donc se développer en un long filament polynucléaire dont la taille va dépendre de la taille de leur proie. Ce filament va ensuite se diviser en plusieurs cellules filles qui vont se développer et présenter un flagelle et s'extraire de la cellule proie, qui va être elle vidée de son contenu. Un truc intéressant, c'est que ce filament ne se divise pas par scissiparité. On ne va pas avoir une cellule mère qui va donner deux cellules filles. On va avoir une cellule mère qui va donner un nombre possible de cellules filles. Ça dépend vraiment de la taille de la proie. Certains micro-organismes, on peut avoir entre 3 et 7 cellules par cellule initiale. C'est une belle exception. C'est le bordel là. Mais on est en microbiologie, qui est peuplée d'exceptions. Comme par exemple Bdellovibrio exovorus, qui est une balot qui va présenter un mode de vie épibiotique. C'est-à-dire qu'elle va rester à l'extérieur de sa proie. Ces prédateurs vont se jeter sur leur proie et se greffer dessus et y rester. Et elles vont aspirer son contenu. Et se diviser par fission binaire, comme une bactérie classique. Il y a quand même des limites aux exceptions. Il y a tout un tas de points sur lesquels les périplasmiques et les épibiotiques diffèrent. Déjà, leur mode de prédation. En même temps, c'est dans le nom. Il y en a qui restent à l'extérieur et d'autres qui s'infiltrent à l'intérieur. La méthode de reproduction cellulaire également varie entre la multiplication complètement au pif des périplasmiques et la scission binaire des épibiotiques. Scission binaire, une cellule mère donne 2 cellules filles. La capacité de vivre en l'absence de son hôte également. On va voir ça plus tard, mais retenez que les épibiotiques sont en général des prédateurs facultatifs. Ils n'ont pas besoin de traquer une bactérie, ils peuvent manger ce qu'il y a. La taille du génome varie également entre ces deux types de prédateurs. Enfin, l'abondance des enzymes hydrolytiques et nucléolytiques, bref, des enzymes qui vont contribuer au grignotage de leur proie. Une différence de taille entre épibiotiques et périplasmiques, c'est la taille de leur génome, comme c'est à propos. Taille génome, différence de taille. Ça va, on a compris. Notamment les gènes codants
pour les protéines, avec une moyenne de 3400 chez les périplasmiques contre 2500 gènes chez les épibiotiques, avec une plus grande diversité de gènes trouvés chez les périplasmiques. Ces derniers couvrent une plus grande diversité de fonctions, comme des enzymes de digestion, de transport et de métabolisme en général. Périplasmiques, c'est ceux qui s'infiltrent. Ces gènes vont se rassembler en opérons, des groupements de gènes qui vont coder pour le même résultat avec des gènes de régulation, de sécrétion et les gènes de production de la protéine en elle-même. Ce sont des gènes qui vont opérer ensemble dans le même but. C'est pour ça qu'on les appelle des opérons. Un autre truc à noter, c'est que chez les ballots, il a été observé que ces derniers possèdent des piliers qui sont davantage exprimés durant la phase d'attaque, surtout lors de l'attachement des ballots à leur proie. Les piliers, c'est plus ou moins des cheveux qui permettent aux bactéries tout un tas de trucs, capter plus facilement, molécules qui traînent, s'attacher à des surfaces, ou injecter tout un tas de toxines. Par exemple, Delovibrio bacteriovirus a besoin de s'attacher à sa proie pour y pénétrer et se sert de ses piliers de type 4 pour y arriver. Les piliers de type 4, c'est quelque chose qui revient souvent dans les épisodes et vous inquiétez pas, un jour on en parlera, sauf que c'est pas le sujet le plus simple à simplifier. Les différences de prédation ne sont pas expliquées par la phylogénie. On a par exemple Delovibrio exovorus, une espèce très proche de Delovibrio bacteriovorus, c'est le même genre Delovibrio, mais une espèce différente, exovorus contre bacteriovorus. Mais Delovibrio exovorus montre la même stratégie de prédation que d'autres prédateurs tels que Myxococcus aeruginosavorus, une alpha-protéobactérie, parce que les Delovibrio étaient longtemps classés en tant que delta-protéobactéries. Donc c'était donc deux classes différentes. Puis il y a eu du changement, mais ça je vous raconterai ça un autre jour. Cette observation, couplée à l'analyse du génome de Balot, montre que la prédation épibiotique résulte d'une évolution convergente. C'est-à-dire que c'est plusieurs groupes de micro-organismes qui ont évolué séparément, mais qui se sont quand même retrouvés à utiliser le même mécanisme. Pour dézinguer des bactéries, il y aura une libération de composés organiques dans l'environnement, ce qui va fournir des nutriments pour l'écosystème, ce qui va d'une manière ou d'une autre affecter les cycles biogéochimiques, ce qui va par extension nous affecter nous. Niveau efficacité, les bactéries prédatrices sont très efficaces dans la régulation de leur proie, au moins autant si ce n'est plus que les bactériophages. Les Myxococcus, Lysobacter et Herpetosyphon sont par exemple des prédateurs facultatifs, mais eux on va en parler un petit peu plus tard, surtout de Myxobacter, qui est un micro-organisme épatant. En 2021, une équipe de chercheurs s'est penchée sur la question des prédateurs en utilisant des radiotraceurs. Ils ont trouvé que les Delovibrio et les Vampirococcus, des prédateurs obligatoires, se développaient beaucoup plus vite que les non obligatoires, surtout quand la bouffe était présente. Quand il n'y a pas de bouffe, ça finit pareil. Plus ils avaient de proies, plus ils se développaient vite. La conclusion de leur étude a aussi mené au fait que les bactéries prédatrices sont très importantes pour l'écosystème, avec un poids aussi important que les virus et les amibes, d'autres prédateurs. Et donc la prédation microbienne est quelque chose de très important à prendre en compte pour les modèles de simulation, parce que l'action de ces petites bêtes permet de réguler la matière organique, lui permettre de recycler dans l'environnement, ça va également limiter la prolifération en excès d'autres micro-organismes, donc préserver la balance des écosystèmes, un peu comme les bactériophages le font. Les prédateurs, on peut s'en servir en biotechnologie, vous vous en doutez. Un exemple, eh bien, un truc tout bête, mais vous savez qu'en ce moment on a un petit problème d'antibiorésistance. On pourrait donc utiliser ces prédateurs qui ciblent des proies spécifiques comme traitement. Et apparemment, pour le moment, ça se passe relativement bien. Mais mon grain de sel dessus, j'y connais rien en médecine. Alors qu'est-ce qu'il y a comme leçon à tirer de la recherche sur les prédateurs ? Eh bien, que comme énormément de découvertes, elles méritent d'être financées. C'est un bon début, pas seulement pour le sujet d'étude en lui-même, mais parce que ce sujet d'étude, il peut ouvrir la voie à d'autres découvertes très importantes et des applications fondamentales. Un exemple au pif, Fleming, quand il a découvert la pénicilline alors que c'était pas le sujet. Plus proche de nous, par exemple, on a Emmanuel Charpentier et Jennifer Doudna, qui elles voulaient juste comprendre comment Streptococcus pyogenes se défendait contre les virus. Puis elles ont découvert CRISPR-Cas9, des ciseaux moléculaires qui permettent de faire de l'édition génétique, de manière ultra précise. Stolp, lui, cherchait les prédateurs d'un pathogène de Heiko, et il a découvert le premier représentant de ce petit monde. Niveau découverte, c'est quand même pas mal. Et techniquement, on n'est qu'au début de cette aventure, parce que la découverte de bactéries prédatrices, c'est quelque chose de très compliqué. Encore même plus compliqué que la découverte de bactéries non prédatrices. Parce que vous devez les cultiver, mais vous devez également cultiver leurs proies, tout ça en culture pure. Quand ce sont des prédateurs obligatoires, c'est un peu difficile de cultiver des choses... Bref, vous avez l'idée. Ensuite, on doit décrire leur mécanisme, tout ça
en prenant en compte le fait qu'on les cultive quand même avec leur proie. Imaginez la difficulté de décrire de nouveaux micro-organismes comme ça. Imaginez la difficulté déjà de décrire de nouveaux micro-organismes tout court. Non, parce que depuis Anthony van Leeuwenhoek en 1676, alors rappelez-vous le mec qui regardait ses selles au microscope. On parle pas de ces selles-là. Bon, on en a fait quand même des découvertes en microbiologie. Donc imaginez toutes celles qu'il y a encore à faire. J'espère que ça vous a plu, n'oubliez pas de partager, commenter, liker et surtout de vous abonner. On est au 2e épisode sur les prédateurs, il y en a encore beaucoup à venir. Moi je vous dis à la prochaine pour plus de vidéos, plus de prédateurs et plus de microbes.